Nous repartons maintenant au Mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le Mondial de l'automobile. Et nous sommes déjà arrivés au dernier rendez-vous de la journée en direct du Mondial de l'automobile de Paris. Nous sommes installés, je vous le rappelle, sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2 allée E. Si vous n'avez pas prévu de passer sur le Mondial, eh bien sachez que vous pouvez nous retrouver sur le web sur autorouteinfo.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. En bref, 2000 stations-service indépendantes seraient mises en péril par la baisse des prix du carburant décidée par le gouvernement. C'est en tout cas ce qu'affirme un représentant du secteur dans un entretien au bulletin de l'industrie pétrolière publié ce jeudi. Une réunion avec les professionnels du secteur se déroule justement cet après-midi à Bercy pour faire le point sur ces mesures. Et puis les marques Renault, Gordini et Alpine ont désormais un site web regroupant de très nombreuses informations sur l'histoire et le patrimoine de ces modèles entrés dans la légende. L'objectif du site www.renaultclassique.com est de permettre aux passionnés d'anciennes Renault, par exemple, de retrouver toutes les informations sur la marque et ses modèles, sur les clubs qui fédèrent les propriétaires ou encore d'aider les collectionneurs dans leur restauration. Enfin, Renault Suite est fin, qui a annoncé avec la Caisse des dépôts, ERDF, PSA ce jeudi, la création d'un répertoire national des bornes permettant de recharger les véhicules électriques et hybrides. Ce répertoire sera mis à disposition des conducteurs qui pourront ainsi localiser et utiliser les bornes de recharge existantes, quel qu'en soit le propriétaire, collectivité locale, propriétaire de parking ou opérateur de mobilité. Une petite question, le saviez-vous? Dans moins d'un mois, à partir du 1er novembre, tous les pneus vendus en France devront afficher étiquetage européen, semblable à ce qui se fait dans l'électroménager ou sur les voitures, mais qui va bien au-delà de la simple dépense énergétique. Tous les manufacturiers de pneumatiques insistent ici sur l'arrivée prochaine de ce nouvel étiquetage. Emmanuel Albisser est allé trouver Dominique Aymon, responsable de la communication scientifique et technique Michelin. La première performance, c'est une performance d'efficacité énergétique parce qu'un plein sur 5, c'est pour vos pneus. Donc là, il y aura des pneus qui seront classés depuis une lettre A jusqu'à une lettre G. Et entre une lettre A et une lettre G, on va avoir 100 litres par an de carburant économisé. Ensuite, deuxième critère que vous avez sur l'étiquette, c'est un critère de freinage sur sol mouillé. Et là aussi, entre le pneu A et le pneu F, c'est quand même 16 mètres de différence de freinage sur sol mouillé quand on va freiner à 80 km/h. Enfin, dernier critère sur l'étiquette qui concerne le bruit d'un véhicule qui roule à 80 km/h sur une route. Ils sont classés en 3 groupes, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Entre un pneu, une vague et un pneu 3 vagues, c'est 4 fois moins de bruit. Des propos recueillis par Emmanuel Albisser. Vous le savez aujourd'hui, le thème de nos émissions plein phare, c'est la sécurité routière. Alors nous avons évoqué la vision zéro, la politique de sécurité routière en Suède, avec un petit peu plus tôt dans la journée les explications de la ministre des Transports suédois. Pourquoi la vision zéro appliquée en Suède n'est-elle tout simplement pas adaptée à l'ensemble de ses voisins européens afin de réduire la mortalité sur les routes? On écoute tout de suite les réactions dans ce reportage d'Aude Poli. La vision zéro a été introduite au milieu des années 90 en Suède et les autres pays, tout comme les autorités européennes, étaient alors très sceptiques. Tout le monde se disait que ça n'allait pas fonctionner, mais en fait c'est tout un état d'esprit et je pense qu'aujourd'hui, après plusieurs années de cette vision zéro en place en Suède, elle commence à être de plus en plus appliquée dans les pays voisins et même à la Commission européenne, nous en parlons beaucoup parce que finalement il n'y a pas un seul mort sur les routes qui soit justifié. Mais dans le contexte actuel et durant la dernière décennie, il y a eu beaucoup d'efforts fournis en matière de sécurité routière. Le nombre de victimes a baissé d'environ 4% chaque année et c'est véritablement l'année passée que l'on a enregistré les résultats les moins décevants. Des propos recueillis par Aude Poli. Alors, la sécurité routière, nous y revenons en France. Cette fois-ci, nous accueillons Jacques Ehrlich de l'IFTAR, la section Livic. Jacques Ehrlich, bonjour. Bonjour. Alors, Jacques Ehrlich, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler le Livic, le laboratoire sur les interactions véhicules, infrastructures, conducteurs? Qu'est-ce que c'est? Donc, le Livic, c'est une unité de recherche, une équipe de recherche, comme vous l'avez dit, de l'IFTAR, donc qui est un institut de recherche publique,
qui a été créé il y a une dizaine d'années et dont la mission à l'origine était le développement de systèmes d'assistance à la conduite, avec comme objectif principal des systèmes qui pallient les défaillances du conducteur, donc dans l'objectif d'améliorer la sécurité routière. Avec l'évolution des technologies et aussi l'introduction déjà de ces systèmes sur le marché, puisqu'il y en a déjà un certain nombre qui apparaissent maintenant, nos missions ont évolué vers des fonctions, on va dire, un petit peu plus sophistiquées, qui sont des fonctions d'automatisation de la conduite, à différents degrés, et qui préfigurent des systèmes qu'on verra apparaître dans les véhicules à l'horizon 2020, 2030, 2040. Alors, sur les réalisations récentes, vous avez travaillé sur la détection d'obstacles par stéréovision. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la détection d'obstacles, donc effectivement, c'est un enjeu très important parce que c'est ce qui permet, à partir du moment où on arrive à localiser des obstacles sur la route, de déclencher au niveau du véhicule soit des alertes vers le conducteur pour que le conducteur puisse réagir, soit directement des actions automatiques sur le système de freinage. Et donc, c'est fondé sur du traitement d'images, donc ça utilise des données qui proviennent de caméras qui sont placées derrière le pare-brise de la voiture, donc à l'intérieur de l'habitacle. Et on parle de stéréovision pour la bonne raison que pour avoir une vision en 3 dimensions, si on peut dire, c'est-à-dire avoir la notion de la profondeur, de la distance à laquelle se trouve l'obstacle par rapport au véhicule, on a besoin de 2 caméras qui sont espacées d'environ 30 à 40 cm derrière le pare-brise et qui vont permettre de reconstituer cette image de la scène routière avec une notion de profondeur. Donc, c'est ça la stéréovision. Alors ça, ce sera applicable à quel horizon ? Ça, on peut dire que c'est quasiment applicable maintenant, c'est-à-dire qu'on commence à voir des réalisations de constructeurs, notamment sur les véhicules haut de gamme et plus précisément les constructeurs allemands, qui commencent à proposer des fonctions de freinage d'urgence fondées sur la perception des obstacles. Alors, tout le monde n'utilise pas les mêmes techniques. Certains utilisent des techniques fondées sur la stéréovision, d'autres utilisent des techniques fondées sur des télémètres laser à balayage, d'autres sur des radars, et d'autres même mélangent ces différentes techniques pour obtenir une reconstitution de la scène routière qui soit la plus robuste, la plus fiable possible. Mais ce sont des choses qui apparaissent maintenant sur le marché. Alors, autre réalisation que j'ai lue en allant un petit peu surfer sur votre site web, c'est la mesure de la distance de visibilité dans le brouillard. Comment vous faites là ? Alors, on travaille, il y a plusieurs techniques, mais l'idée, il y a deux techniques. Il y a une technique qui consiste toujours à partir de l'analyse d'images provenant d'une caméra, à analyser les contrastes qui apparaissent lorsque une scène est plongée dans le brouillard. Vous savez que les objets près apparaissent de façon plus contrastée que les objets lointains. Et en analysant ces différences de contraste, on arrive à estimer la distance des objets. Et lorsque l'objet de plus faible contraste est à la limite de la disparition, on peut savoir quelle est sa distance. Ça, c'est une première technique. Une autre technique consiste à examiner la variation de lumière entre le haut de l'image et le bas de l'image, parce que dans une scène plongée dans le brouillard, du fait de l'éclairage, ça c'est une technique qui ne marche que 2 jours, il faut du soleil, mais on voit bien que dans les images du brouillard, le haut de l'image est très lumineux vers le blanc, et le bas de l'image est plutôt vers le noir. Et en analysant la façon dont cette variation de lumière du blanc vers le noir ou vers le gris se fait, on en déduit la distance de visibilité. Alors ça, c'est une aide, hein. On parle de sécurité routière, c'est quelque chose qui est c'est une fantastique. Aide tout à fait intéressante parce qu'elle permet, à partir du moment où on a la distance de visibilité, on peut calculer une vitesse conseillée, de façon à ce que les gens soient toujours dans une situation où ils maîtrisent leur vitesse et notamment leur distance d'arrêt. Évidemment, dans le brouillard, les distances d'arrêt sont plus courtes, donc il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de cette distance de visibilité. Alors, un petit peu plus tôt dans cette journée, nous avons reçu Chantal Perrichon de la Ligue contre la violence routière. Nous avons parlé avec elle du Lavia, ce système de contrôle automatique de la vitesse dans un véhicule. Alors, cette technologie, est-ce qu'elle est fiable et est-ce qu'elle est opérationnelle, le Lavia ? Alors, la technologie, on pourrait presque dire oui qu'elle est opérationnelle. Attention, elle n'est pas aujourd'hui diffusée sur les véhicules, elle n'est pas commercialisée. Ce qui existe aujourd'hui sur les véhicules, c'est ce qu'on appelle le limiteur de vitesse,
que tout le monde peut acheter sur un véhicule. Alors en général, c'est proposé en tant qu'option. Il y a d'ailleurs une différence entre limiteur de vitesse et Et régulateur de vitesse. il y a une très importante différence entre le limiteur et le régulateur. Alors le limiteur, donc, c'est bien un dispositif qui se contente de limiter, c'est-à-dire que le conducteur appuie sur sa pédale d'accélérateur. Et alors si on parle du limiteur qui aujourd'hui est commercialisé, c'est le conducteur lui-même qui fixe la limite de vitesse qu'il veut bien se donner. Et lorsque, mettons, il va fixer sa limite de vitesse à 90 km/h, par exemple, s'il est sur une route départementale, en zone rurale, et lorsqu'il va atteindre cette vitesse, il peut continuer à appuyer sur la pédale d'accélérateur, le véhicule n'ira pas plus loin. S'il relâche la pédale d'accélérateur, le véhicule ralentit évidemment. Et donc, ça, c'est le dispositif aujourd'hui disponible sur le marché. Le Lavia, qu'est-ce qu'il a en plus? Eh bien, au lieu que ce soit le conducteur qui fixe la limite de vitesse, cette limite de vitesse est fixée automatiquement en fonction de l'endroit où le véhicule se trouve, et c'est tout simplement la limite de vitesse réglementaire. Et est-ce qu'aujourd'hui, les infrastructures pourraient rendre possible l'utilisation du Lavia, les infrastructures routières? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite d'avoir quelque part enregistré dans le véhicule, ou bien transmis par l'infrastructure, mais la solution la plus simple dans un premier temps, c'est tout simplement de l'enregistrer dans le véhicule, d'avoir une connaissance de toutes les limitations de vitesse qu'on rencontre sur le réseau routier. Alors c'est ça, je dirais que c'est presque ça le problème clé. Ce n'est pas tellement un problème technique. Tous les composants technologiques liés qui sont dans la voiture sont au point. La principale difficulté, c'est d'avoir cette espèce qu'on appelle la base de données des limitations de vitesse, donc quelque part enregistrée dans la voiture toutes les limites de vitesse du réseau routier, et surtout que ces limites de vitesse soient à jour, puisque évidemment les limites de vitesse c'est quelque chose qui évolue dans le temps, même si ça évolue pas très vite, ça change. De temps en temps on en rajoute, on en retire, on modifie la position des panneaux. Évidemment il faut que tout ça soit répercuté dans cette base de données. Donc le problème le plus important c'est celui-ci. Et aujourd'hui, ce que nous annoncent les cartographes, c'est-à-dire les gens qui font les cartes numériques qui sont notamment dans les GPS qu'il y a dans les voitures, nous disent qu'ils ont une couverture du réseau routier d'environ 93%, c'est-à-dire 93% du réseau routier est couvert, c'est-à-dire qu'on possède des bases de données des limites de vitesse qui couvrent 93% du réseau routier, ce qui est déjà très bien. Il nous manquerait en fait les 7% restants. Il nous manque les 7% restants. Alors après se pose le problème de la mise à jour, ça c'est encore une autre question. Merci beaucoup Jacques Ehrlich d'être venu sur notre plateau pour discuter de tout cela sur notre antenne. Prochain rendez-vous plein phare, ce sera demain à 10h. Nous parlerons des tendances équipements tout au long de la journée. Vous pouvez d'ailleurs nous laisser vos questions sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Cette émission plein phare a été réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et Alexandre, et puis les moyens techniques de GoPro. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. On se retrouve demain et tout de suite, c'est le Flash Info Trafic. Au volant, la vue, c'est la vie. Il y a tout juste 50 ans,